ravie de vous accueillir ce soir. Merci d'être là, fidèle au poste, pour notre webinaire hebdomadaire de Profiler Connection avec un thème qui vient tous un peu nous challenger dans nos croyances, dans nos questionnements sur nous-mêmes ou parfois même dans notre estime de soi. C'est le thème du conflit et spécifiquement du conflit dans le couple. Et on a intitulé le webinaire de ce soir Vive la crise, un titre qui a été trouvé par mon collègue Axel. Axel, puis-je te laisser te présenter? Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Je m'appelle Axel, Axel Gilbert. Euh, déjà, ça fait des années que l'on se connaît, Fleur et moi, que nous avons partagé de nombreuses pratiques, de nombreux échanges, notamment du yoga, puisque je suis également enseignant en yoga, en Kundalini yoga, en stretching, en relaxation, en méditation. Je suis formateur, j'interviens sur pas mal de, de, de thèmes, de thématiques, plus particulièrement auprès d'un public de travailleurs sociaux, euh, puisque je suis également éducateur, éducateur en prévention spécialisée. Voilà, j'ai de nombreuses casquettes, hein, comme beaucoup d'entre nous, d'ailleurs, comme Fleur. Voilà, tout ça pour vous dire que je suis ravi d'être là. Et c'est vrai que la crise, hein, puisque c'est ce dont on va échanger ce soir, est un thème qui me tient particulièrement à cœur et qui m'a construit, qui m'a construit et qui m'a construit au gré de mes couples, hein, de mes couples, de mes aventures amoureuses et qui continue à me construire en ce moment même, encore aujourd'hui. Merci. Merci Axel. Donc, on va se on va co-animer ce webinaire et j'aime bien ce mot crise. Alors, crise, l'étymologie du mot est grec et en fait, ce mot crisis en grec signifie en fait moment de vérité. Donc c'est intéressant parce que crise, je dirais dans l'acception française habituelle, c'est un terme qui peut être considéré comme plutôt négatif, hein. Il a fait une crise, c'est un peu l'équivalent de péter un plomb. Crise, c'est plutôt associé en général à des choses pas super agréables, alors que l'idée d'un moment de vérité, je trouvais que c'était assez inspirant et intéressant. Qu'est-ce que tu en penses, Axel? Ah, moi, je trouve ça très inspirant, très intéressant, sachant que selon les cultures également, hein, alors la crise en Occident n'est pas toujours bien connotée. La crise dans les pays asiatiques, hein, d'autres traditions, c'est quelque chose de tout à fait admis et courant et qui est là, comme tu le disais, c'est beaucoup plus un moteur d'évolution, d'adaptation, bien sûr, puisque la crise est souvent synonyme de stress, et d'évolution, hein, moteur vraiment de transformation et d'évolution, la crise. Alors moi, j'aimerais rappeler un grand principe de communication non violente. Donc, dans un webinaire récent qu'on a eu sur Amour et pleine conscience, on avait commencé à parler de CNV, de communication non violente, et un grand principe intéressant à retenir en communication non violente quand on parle de conflit et donc de crise, c'est la règle des 3 N. Le conflit est neutre, normal, naturel. C'est les 3 N. Et c'est vrai que c'est intéressant de s'en rappeler parce que comme souvent le conflit, comme tu dis Axel, il amène du stress. Alors c'est vrai que ce stress est moteur d'évolution et d'adaptation, mais souvent on se dit: «Ah ben on s'est engueulé, c'est pas normal, on ne devrait pas». On aurait donc cette espèce d'image, un petit peu d'image d'Épinal du couple ou du duo d'amis, parfait, super lisse, jamais en confrontation alors que le conflit est neutre, normal et naturel. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, je suis tout à fait d'accord avec cette idée, hein, je la partage totalement. Euh, le conflit, il peut être effectivement externalisé, hein. On peut être en conflit avec l'autre, avec son partenaire, sa partenaire, mais bien souvent, il est interne, hein. Ça, je pense que
c'est vraiment comment dire, une notion très importante à avoir toujours en tête, hein. Si je suis en conflit, qu'est-ce qui fait conflit euh, en moi? Euh, et c'est Thomas d'Assenbourg, hein, qui est un psychothérapeute et notamment ouvrage de Être heureux n'est pas nécessairement confortable, ou cessez d'être gentil, soyez vrai, qui a beaucoup réfléchi et qui a beaucoup produit à ce sujet. Et il faut savoir que lui, il nous dit nous avons davantage appris à être complaisants, à porter un masque, à jouer un rôle. Nous avons appris à dissimuler ce qui se passe en nous, à ignorer ou à méconnaître nos propres besoins. Et cette violence qu'on se fait à nous-mêmes nous incite à reporter sur d'autres des conflits ou de la violence. Et voilà, je citais Thomas d'Assenbourg pour introduire aussi euh, la notion de violence et reparler de qu'est-ce qu'un conflit en fait. Donc, Super un, intéressant. Merci d'avoir rebondi là-dessus. Pardon, Axel, je t'en prie. oui, oui. Le conflit, comme tu l'évoquais, c'est un moteur vraiment naturel, hein, naturel de transformation. Euh, le conflit, quand il est bien géré, hein, et ça renvoie à ce que tu évoquais, c'est-à-dire à la CNV, à la communication non violente, hein, à ces trois principes, quand il est bien géré, eh bien, on en sort. Et on en sort souvent grandi, hein, l'un et l'autre. Euh, Quand un conflit n'est pas géré, euh, c'est la porte ouverte à la violence. Ça, voilà. C'est la porte ouverte à la violence. Euh, un autre point avant d'évoquer, de définir un petit peu ensemble ce qu'est la violence, c'est l'agressivité, hein. L'agressivité, elle est souvent propre au conflit, hein. L'agressivité, c'est une manière que l'on a euh, de s'affirmer, hein, d'affirmer ce que l'on veut et qui l'on est. Euh, et bien souvent, nous, on est dans une société, des sociétés qui sont assez lissées, où dès que l'on s'emporte, dès qu'on crie, on dit, oh là là, il ou elle est violent. Mais pas du tout. Pas du tout, hein. L'agressivité, c'est plutôt un moteur de l'affirmation de soi, hein, de la motivation. Voilà. Quant à la violence, la violence, c'est la volonté quand même d'annihiler, hein, ou de tuer l'autre, hein, ou de se tuer soi-même. Il y a pas d'autre issue à la violence, hein. C'est quelque chose qui est très destructeur. Donc on voit bien, là, vous pouvez entendre vraiment la différence entre euh, ce qu'on nomme d'une manière générique la crise, euh, le conflit, hein, qui est plutôt une manière d'échanger, une manière de se transformer, et un dérapage si on ne gère pas bien son conflit, ce qui n'empêche pas qu'il y ait de l'agressivité, mais l'agressivité n'est pas de la violence. Et bien sûr, le passage à l'acte violent, de la violence qu'on peut tourner sur soi ou qu'on peut tourner sur l'autre. Bien sûr, on a tout de suite, quand on parle le mot violence, il nous vient tout de suite en tête la violence physique. Mais il y a des violences qui sont bien plus sournoises, hein. Ne serait-ce que le déni de l'autre, des violences qui peuvent être morales, qui peuvent être psychologiques. Donc voilà, je voulais un petit peu, je veux pas assombrir tout de suite le tableau, mais je pense que c'est vraiment important qu'on puisse être au clair un petit peu euh, avec ces différentes notions, hein, ne pas tout mélanger. Alors, je vais en profiter, Axel, pour rebondir sur deux points et sur une question ou une intervention qui s'est présentée. Je vais te lire ce qui est écrit dans cette intervention. Valérie qui nous dit: l'agressivité moteur de l'affirmation de soi, point d'interrogation. Je ne partage pas cela. Alors là aussi, moi, j'aime beaucoup l'étymologie. Je trouve que c'est hyper important des fois pour comprendre le sens des mots. Donc, agressivité, je crois que ça vient du grec aussi, si je ne m'abuse, peut-être du latin, mais en tout cas, ça veut Oui, dire aller vers.
Voilà, ça vient du latin, c'est Exact, agredi. Agredi, ce qui signifie aller vers, marcher vers. Hein. exact. Le verbe agresser, donc, n'implique pas plus de violence que le verbe progresser. Hein. Voilà, on est dans de la progression, ce qui signifie, comme tu l'as dit, marcher en avant. Hein. Agredi incarne davantage l'idée d'une énergie de combativité. Hein. Sans agressivité, l'homme serait incapable de surmonter ses peurs. Ça, c'est vraiment important. Hein. L'homme serait incapable de surmonter ses peurs et d'aller de l'avant. Hein. Et si l'on tient compte de l'étymologie des mots, la violence n'est en définitive qu'un dérapage de l'agressivité. Mmh, tout à fait. Alors Voilà. merci Et d'avoir mis ça en exergue. Si vous me le permettez, j'aimerais vous faire un bref partage d'écran pour, mettre mieux en valeur ce qu'a dit Axel par rapport à la nuance à faire entre une crise constructive, sur laquelle on va revenir, et de la violence. Alors, vous connaissez peut-être, et il en existe, de nombreux, j'aimerais vous partager un violentomètre. Donc un violentomètre, c'est un genre de baromètre de la violence, OK? Donc, comme vous voyez, il y a des choses qui semblent, acceptables. J'espère que vous voyez tous bien, ce que j'ai mis là. J'espère que c'est OK. Faites-moi un petit OK si c'est OK. Yes? Super, merci, merci. Vous voyez aussi des choses où il y a de la vigilance, attention, et des choses où carrément, il faut se protéger et demander de l'aide. Et je vous laisse regarder parce qu'il y a peut-être des choses où on n'y pense pas, où on croit que c'est normal. Par exemple, récemment, une patiente à qui je montrais le violentomètre, je l'ai imprimé au cabinet, me disait, «Ah bon, traiter quelqu'un de fou quand on lui fait des reproches, c'est pas normal, c'est violent. Ah bon?» Et donc, vous voyez, par exemple, traiter quelqu'un de fou, ça rentre dans la catégorie grave, hein. Donc c'est intéressant de se poser la question. Une autre patiente dont le conjoint avait tendance à s'automutiler en période de conflit, en plein conflit, donc s'il y avait une dispute, il se faisait du mal à lui-même pendant la dispute, me disait: «Ah bon, mais ça, c'est de la violence?» Ben non, si c'est tourné contre lui-même, c'est pas de la violence. Donc, vous voyez, je trouve que c'est intéressant de réfléchir avec le violentomètre, le concept de violence. Sachant que j'ai essayé de vous en trouver plusieurs, je m'excuse que celui-ci est un peu flou, mais par exemple, là, il y a un violentomètre de sexisme dans les activités professionnelles. Vous voyez, commentaires sur votre apparence, paroles coupées systématiquement. Là, je vous ai trouvé, alors on ne peut pas regarder dans le détail, mais c'est un violentomètre sur la gestion de l'argent dans le couple et comment, si quelqu'un, voyez, vous impose certaines choses au plan financier, ça peut être violent. Alors, tout ça n'est pas forcément, bien entendu, mon objectif n'étant pas de rentrer dans le détail, mais de mettre en exergue sur des points que peut-être on n'assimile pas comme violents, comme disait ma patiente, mais non, me traiter de folle, c'est pas violent, ou bien s'en prendre à soi-même, c'est pas violent. Ben si, c'est violent. Est-ce que ça te parle, Axel, ce violentomètre? oui, oui, ça me parle tout à fait. C'est très intéressant d'avoir comme ça des repères, hein, qui nous sont donnés. Et ton violentomètre parle aussi de nos propres limites et également de notre représentation, notre relation avec la violence. Euh, voilà. La violence n'est absolument pas, je veux dire, un mode de vie, un mode d'expression entre guillemets normal, mais en déplaise à certains, à certaines qui nous écoutent, nous sommes porteurs, hein, intrinsèquement de violence. Hein. Le monde dans lequel nous vivons est un monde qui n'est pas du tout pacifique. Hein. C'est un monde fait de violence. C'est aussi une réalité que je voulais partager, partager avec vous. Hein. On a tous un côté gentil en nous et une part un peu plus maudite. Hein. C'est Georges Bataille qui écrivait ça. Hein. Donc la violence doit aussi de temps en temps pouvoir s'exprimer. Mais Évidemment, le souci, c'est que même si vous voyez le violentomètre qu'on a regardé tout à l'heure, il donne des faits objectifs. Je ne sais pas, par exemple, quand on en arrive aux insultes, c'est de la violence, et ainsi de suite. Le problème, c'est qu'il y a des choses beaucoup plus subtiles où il y a beaucoup de subjectivité.
Selon votre vécu, nous, chez Profiler Connection, on parle beaucoup des systèmes d'attachement. Selon votre système d'attachement, il y a des choses que vous allez percevoir comme très violentes, alors que votre conjoint, pas du tout. Et donc, il y a aussi des fois des notions de subjectivité. Il peut y avoir du déni. Une personne peut se montrer violente et ne pas réussir à le conscientiser. Moi, je pose aussi même des questions que j'essaie de débattre souvent avec mes patients. Est-ce que ghoster quelqu'un, c'est violent? Et la violence, ça peut être un acte, mais ça peut être aussi une forme d'indifférence, ça peut être un non-acte. Donc je pense qu'il y a plein de questions à se poser et qui sont au final très subtiles et il y a pas forcément toujours une réponse à l'emporte-pièce comme quand on se dirait: «Bah oui, frapper quelqu'un, c'est violent». Alors, je m'interromps car Camille a levé la main et Camille, si tu souhaites ouvrir ton micro et nous poser une question, sois la bienvenue à le faire. Est-ce que je peux rebondir à ce que vous étiez en train de dire? Bien sûr, En fait, je voulais simplement ajouter que finalement, peut-être, donc c'est peut-être la même chose avec d'autres mots, mais euh, là, ce qui est dit, c'est qu'il y a des choses qui appartiennent donc à quelque chose d'objectif, l'objectif étant, on va dire, une convention extrêmement collective où tout le monde s'accorde sur ce qui va être violent. Et pour le reste qui est plus subtil, ce qui est intéressant, c'est de concevoir que le fait de vivre en couple, c'est peut-être la forme la plus extrême de vivre avec l'altérité, puisque si on vit avec un autre au quotidien, et même parfois on fait des enfants avec, on vit tous les jours, et jusqu'à ce que finalement parfois ça se confonde. On se confonde tellement on se connaît, il y a une familiarité qui fait qu'il n'y a même plus cette sensation d'étrangeté. Donc il y a deux choses par rapport à ça. La première, c'est que le fait, l'altérité, l'autre, c'est ce qu'il y a de plus. C'est un vrai défi de la vie, en fait. On doit apprendre à vivre avec l'autre qui n'est pas nous-mêmes et qui donc ne peut pas avoir les mêmes fonctionnements que nous. Et peut-être de partir de là pour dire, à un moment donné, quand la personne verbalise que c'est violent pour elle, je ne cherche même pas à savoir si pour moi c'est violent ou pas, c'est stop. En fait. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et après, une chose qui m'est venue en vous parlant, c'est que récemment, j'ai lu Les nourritures affectives de Boris Cyrulnik, que je vous recommande, Mmh. qui explique merveilleusement bien de quelle manière la violence arrive. Et il éclaire notamment un paramètre assez simple à comprendre, qui est que pourquoi les violences sont souvent intrafamiliales et donc aussi dans le couple, c'est justement ce que j'ai commencé à évoquer, c'est qu'en fait, l'autre n'est tellement plus l'autre, tellement il est notre familier, que ce qu'il appelait dans le livre les rituels, c'est-à-dire que par exemple, quand on croise quelqu'un dans la rue, on lui dit bonjour, c'est un rituel de rencontre en fait. On peut pas tout de suite l'approcher et rentrer dans son espace vital. Il y a un certain nombre de rituels qui sont mis en route parce que justement, on est deux étrangers. Et quand on est très très familier, les rituels s'estompent, voire dans certains couples, finit par ne plus du tout exister. Je donne l'exemple et c'est absolument sans jugement, c'est vraiment juste factuel, quelqu'un qui va plus du tout fermer sa porte pour aller faire pipi, quelqu'un qui va plus... Il y a beaucoup de blagues autour de ça sur les vieux couples, etc., etc. Et là, c'est vraiment, il n'y a plus du tout de rituels qui viennent dessiner la différence entre les deux. Et à ce moment-là, eh bien, la violence est beaucoup plus propice à se manifester. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop longue. Ben, absolument pas. Merci. C'est- euh, ça amène aussi beaucoup, hein, quand on revient dans le couple comme ça ramène les besoins et bien sûr le désir, hein, le moteur, hein, le moteur de nos vies qui est le désir. Et dans un couple, le désir est un véritable moteur d'action positive. Mais le pendant du désir également, c'est la frustration. Et c'est vrai que les crises dans certains couples, hein, des couples qui vivent depuis longtemps ensemble, et pas seulement, on peut avoir dans le quotidien une accumulation
de frustration. Et quand ce n'est pas partagé, verbalisé, euh, ça peut effectivement venir créer du conflit, créer de l'usure, voire déborder hein, sur de l'agressivité qui n'est pas contenue et de la violence. Mais je pense que la crise, souvent l'un des moteurs de la crise dans le couple est souvent lié à, alors il y a bien sûr, il peut y avoir une baisse de désir, etc., mais à de la frustration et à la manière dont les partenaires euh, peuvent réagir face à leur propre frustration. Et c'est vrai que on peut commencer à aborder aussi ce qui permet de désamorcer un conflit, euh, le résoudre, sans tomber ensuite dans de la violence. Et face à la frustration, finalement, euh, trois solutions semblent se présenter à soi-même. La première, c'est de renoncer, hein, renoncer à l'objet désiré. Alors, si je reprends la porte des toilettes ouverte, bah, on va renoncer, ok. Ça y est, la porte des toilettes restera toujours ouverte. Euh, voilà, je ne désire plus qu'elle soit fermée. Euh, on peut aussi, la deuxième manière, ça serait d'éliminer l'obstacle hein, qui empêche d'obtenir, empêche d'assouvir l'objet désiré, ou alors remettre à plus tard. Ça, c'est aussi important. Et puis, la troisième voie, euh, ça serait que les deux parties, en fait, cherchent ensemble un compromis. Voilà. Auquel cas, chacune des deux est appelée à renoncer partiellement hein, euh, à l'objet convoité, au désir. Et bien sûr, là, ça nécessite de la négociation, hein, de la négociation, du consensus. Et pour revenir à ce que vous disiez, de vraiment prendre en compte l'autre dans son altérité et bien comprendre ses besoins et ses limites hein, et de percevoir ce qui peut entrer, euh, de mon côté, euh, en contradiction avec la satisfaction immédiate de mes besoins ou de mes désirs. J'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit tous les 2, toi et Camille. En fait, quelque part, j'ai l'impression que plus il y a de fusion, donc Camille, quelque part quelque chose d'indistinct au sein du couple, plus le risque de déraper dans la violence est important. Comme Mm. l'avait dit notre collègue Valérie Violette, il faut que les 2 soient. J'aimais bien ce jeu de mots, Valérie, donc bravo. Que les 2 membres du couple soient eux-mêmes pour que se crée ce 3 de la relation, hein. Donc on dit dans une relation amoureuse, 1 + 1 = 3. Mm, Il y a mm. 3 entités. Et si en fait ça devient 1 + 1 = 1, le risque dans ce côté indistinct et fusionnel, c'est qu'effectivement, comme s'effacent les limites et la clarté du soi, on peut très vite avoir des dérapages et ne plus savoir gérer sa frustration. Donc déjà, ça, je pense que c'est important. Et quand on accueille des couples, je ne sais pas ce que pensent d'autres collègues qui sont avec moi ou toi, Axel, j'ai remarqué que souvent, plus le couple est ultra fusionnel, Mm, mm. plus les risques de dérapage conflictuel sont Bien sûr. importants. On est Bien d'accord? sûr, parce que je peux rebondir sur ce que tu dis, Fleur. Mais bien sûr. Oui, bien sûr, parce que, alors après, ça peut venir quand même de beaucoup de choses, donc il ne s'agit pas de rentrer les gens dans les cases, mais c'est vrai que quand il y a cette fusion, de toute manière, c'est préparer une déception, c'est préparer une série de déceptions, puisque à l'épreuve de la réalité, la fusion va s'avouer vaincue. Et si la fusion est vécue comme une nécessité, pour tellement de raisons il faudrait plus d'un webinaire pour imaginer pourquoi on aurait besoin d'être en fusion avec une personne. Et souvent, quand même, j'ai remarqué que ce besoin de fusion, c'est quelque chose qui se rattache à l'identité ou à quelque chose qui est lié à quelque chose de vital. Donc, c'est d'autant plus propice à la violence que la réalité vient percuter
ce besoin vital, ou en tout cas, ouais, quelque chose d'extrêmement intense, et qui génère d'abord de la violence auprès de la personne, en fait, qui a besoin de cette fusion. Et quelque part, dans certains cas, pas tous évidemment, la violence qui est rendue, c'est une violence qui est rendue. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, il y a une espèce d'effet comme une balle de ping-pong, comme ça, où il y a un premier coup qui part, qui est souvent cette déception-là, et puis après, ça n'arrête pas et ça fait une réaction en chaîne. Souvent sur des schémas qui sont toujours les mêmes, d'ailleurs, quand on les regarde bien. Alors, je vais rebondir parce que quelqu'un, Valérie Felices, nous pose enfin, une question ou intervient dans notre chat. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, Valérie, que le couple fusionnel, alors, est à fuir, c'est assez dur, mais enfin, je comprends l'idée, clairement. La blessure d'abandon crée la volonté de fusion. Évidemment, comme le dit si bien Camille, la blessure d'abandon, c'est quelque chose de très premier, en fait, de premier, de primal, et qui date de la toute petite enfance. Parce que pour le tout petit bébé, en fait, ce maternage proximal qu'on prône aujourd'hui, hein, dans l'éducation bienveillante, en vrai, il est indispensable. Même certains appellent aujourd'hui les premiers mois de la vie d'un enfant le 4e trimestre de grossesse, comme si l'enfant devait continuer de grandir hors de l'utérus, mais un peu comme encore in utero. Donc un jeune enfant qui a été privé de la fusion qui était vitale, condition intrinsèque, indispensable de développement. S'il a été privé de ça, puis privé d'une diffusion progressive pendant l'enfance, il y a des étapes qui ont été manquées. Donc cette personne, elle est affamée. Et blâmeriez-vous un affamé d'avoir toujours faim? Blâmerions-nous un affamé d'avoir toujours envie de plus? C'est pareil sur le plan psycho-affectif. Donc effectivement, ce qui est difficile, c'est que la soif de fusion, c'est quelque chose de vraiment premier, de vraiment essentiel chez les gens, et du coup difficile à contenir. Alors, dans ce sens-là, je comprends que ça mériterait un travail très poussé et comme tu le dis bien, plusieurs webinaires pour, pour traiter de la question du couple fusionnel. Je rebondis encore sur une autre petite remarque du chat. Merci à tous, en tout cas, pour vos interventions, ça fait trop plaisir. Donc Valérie, l'autre Valérie qui nous dit que le premier élément de la gestion des conflits n'est-il pas le dialogue, la communication et l'empathie? Allez voir sur la colline de l'autre. Bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Axel? Comment tu souhaites rebondir sur ce commentaire-là? Oui, bah, je vais tout à fait dans le sens de Valérie, hein. Euh, mais ce qui était évoqué précédemment, on est vraiment dans un couple, d'arriver à passer de l'imaginaire à la réalité. Et le désir de fusion en est l'un des moteurs aussi, hein, des conflits qui peuvent naître dans le couple. Euh, et juste, voilà, revenir sur la fusion. Désir de fusion, ça exprimerait pour moi, hein, l'idée que l'autre se réduit uniquement à la connaissance que j'ai de lui. Et que je ne peux pas accepter qu'il échappe à ce cadre, qu'il fasse quelque chose que je n'avais pas prévu qu'il puisse faire, et qui échappe donc à ma maîtrise, hein, à ma maîtrise, à une forme de maîtrise que j'ai de lui, de contrôle. À partir du moment où l'autre n'est pas conforme à mon imaginaire, à ce que je pense qu'il est ou ce que je veux qu'il soit, hein, euh, eh bien là, on va créer énormément de frustration et c'est l'un des moteurs du conflit et de dérapage vers de la violence, hein. On pourrait ensuite identifier aussi deux autres moteurs. Mais là, on voit bien que même avec une communication bienveillante, hein, à partir du moment où l'un des partenaires est dans cet imaginaire-là, euh, il va falloir qu'il mûrisse un petit peu, qu'il en prenne conscience, hein, d'où Profiler Connection, d'où des tiers. Mais là, comment dire, la relation dans le couple, la communication dans le couple, c'est quand même une histoire de maturité, de connaissance de soi, hein. Il faut s'être déjà pris pas mal de fois les pieds dans le tapis, hein. Ça, c'est. Oui, d'ailleurs, Valérie, dans le chat, nous le disait tout à l'heure, et toi, tu l'as fait valoir en disant que le conflit, il était d'abord en soi. C'est qu'en fait, pour arriver à ce qu'un conflit soit constructif,
c'est vrai qu'il y a un vrai travail à avoir fait sur soi. Par exemple, on a beaucoup parlé de la question des limites. Donc, quand on parle de fusion, on parle d'effacement des limites. Mais la question déjà ne serait-elle pas de se dire, mais quelles sont mes limites à moi? Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qui devrait être donné dans l'éducation. Mais selon l'éducation qu'on a reçue, on peut ne pas avoir appris à sentir ses limites, soit parce que dans la famille, il y en avait pas, soit parce que dans la famille, il y en avait trop. Et il y avait tellement de limites que la personne était comme enfermée dans une petite boîte, métaphoriquement. Donc ces adultes-là qui ont eu ou trop ou pas assez de limites, ben, en fait, souvent, ils sentent pas les limites de l'autre, certes, mais ils sentent déjà pas les limites de soi. Donc des fois, c'est difficile de se dire: «Waouh, en fait, zut, mes limites là, en fait, elles étaient carrément dépassées, sauf que je m'en rends compte trop tard». Donc j'ai pas pu tirer la sonnette d'alarme à l'autre dans le conflit pour dire: «Waouh, là non, là c'est pas possible, là je peux pas continuer comme ça, là je peux pas aller plus loin, là ce qui se passe, c'est inacceptable». Parce qu'en fait, je m'en rends compte beaucoup trop tard. Donc je dirais, il y a une sorte d'éducation aux limites, ou en tout cas, quand on est adulte, une rééducation à la connaissance et l'acceptation de ses limites, si ça vous parle en tout cas. Et ça passe bien sûr par sa capacité ou l'apprentissage ou le réapprentissage d'aller écouter ses émotions et d'exprimer ses émotions. Je pense que se recréer des contours, en fait, le contour de son être, comme tu disais, son propre cadre, ses propres limites, passe bien souvent par quelque chose qu'on n'apprend pas, qu'on tend d'ailleurs à nous désapprendre continuellement, c'est de plonger un petit peu en soi pour aller voir un petit peu qu'est-ce que je ressens, quelle est l'énergie, quelle est la tonalité, la couleur de mes émotions et de les exprimer. Et là, c'est d'aller finalement plonger dans ses propres fragilités et ses propres parts sombres. C'est ce Alors, qui peut permettre de sortir ou de ne plus avoir besoin, en tout cas, de ce désir de fusion, hein, de réduire l'autre comme on oui, croit qu'il est. de le soumettre en quelque sorte. Mm. Il y a une question tout autour de la soumission. Mais je vois que Camille a levé la main et j'ai aussi des interventions dans le chat. Camille, je t'en prie, je te laisse la parole. Tu peux commencer par les interventions du chat, hein, si tu préfères. Non, non, mais je t'en prie, tu es là. Nous t'écoutons. En fait, Axel, je partage tellement ce que, je sais pas si on se tutoie ou on se voit tous Oui, bien ensemble. sûr, on va se tutoyer. Je partage vraiment super. En plus, c'était super bien dit. Et en fait, je voulais rebondir là-dessus parce que, sans aller trop hors sujet, il me semblait intéressant d'ajouter que euh, tout est une question de définition de soi-même. Et que pour cela, ce qui est très compliqué, c'est que la vie, je trouve qu'elle est quand même coquine, pour pas dire de gros mots, parce que elle passe son temps à nous faire des injonctions paradoxales. On n'aime pas le changement parce qu'il faut qu'on préserve l'équilibre et l'homéostasie, mais sans changement, on meurt. Pour faire court. Et là, typiquement, pour être dans un équilibre, une homéostasie de couple, en réalité, c'est la même chose. Il faut pouvoir se définir. Pour pouvoir se définir, il faut pouvoir se définir par rapport à quoi? Quand on commence à se poser la question de ses propres limites, quand on commence à se poser la question de qui on va être différent de qui? De notre noyau familial. Notre noyau familial, c'est qui? C'est ceux qui nous ont, a priori en tout cas, plus ou moins bien, donné la vie, ça oui, 2 permis de survivre une bonne partie, de notre enfance, encore une fois plus ou moins bien, mais là n'est pas la question. Et du coup, pour se définir, il faut faire, acte d'émancipation, ce qui, on doit le reconnaître, est extrêmement difficile parce que sinon, en fait, ce qui se passe la plupart du temps, c'est une reproduction des schémas de couple, des schémas familiaux, en toute, j'allais dire inconscience, mais c'est avec beaucoup de tendresse que je le dis, dans le sens où on a tous des degrés d'inconscience de toute manière, où on est mu par la culture familiale, par tout ce qu'on a pu ingérer comme exemple. Et quand on fait tout ce travail, à partir de ce moment-là, le reste dont tu as parlé, Axel, devient moins effrayant. C'est là où je voulais en venir. Parce que
toucher à ses propres émotions, se considérer. On parlait de la communication non violente où le premier acte qui est demandé en cas de conflit, c'est l'auto-empathie. Donc ça veut dire être capable de se retourner sur soi avec toute la tendresse du monde pour dire, vas-y, dis-moi ce que tu ressens. Et tout ça, je trouve que c'est extrêmement effrayant à partir du moment où on ne sait pas donner cette liberté d'être soi-même. Voilà. En fait, tu soulèves la question des loyautés. Moi, c'est ce qui me vient en t'écoutant. Ça soulève la question de la loyauté à sa cellule d'origine et de comment, en fait, on peut rentrer d'une certaine manière en conflit de loyauté. Tout à fait, Et tout à là, fait. le nouvel espace familial qu'on crée peut rentrer en conflit de loyauté et même si le conscient peut aspirer au renouveau et au changement, comme tu le disais, il y a aussi des puissances inconscientes qui vont nous tracter, nous Mm, tirer vers l'avant, enfin vers l'arrière. Donc mm. ça crée effectivement ces conflits de loyauté, ils génèrent un conflit interne. Et ce conflit interne peut effectivement s'externaliser dans le couple, parfois avec des demandes paradoxales. On veut une chose, oui, mais on semble en vouloir une autre, et ainsi de suite. Axel, qu'est-ce que tu en dis de ton côté? Euh, oui, 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 bah j'en dis que je voulais continuer avant d'aborder peut-être euh, d'aborder et de bénir la relation miroir dans le couple. Mais on parlait un peu du désir de fusion qui peut amener du conflit, de la violence. Je pense qu'il peut y avoir aussi le désir de toute puissance, hein, qui est selon ce qu'on a vécu, selon ce qui nous a un petit peu fondé. Euh, la toute-puissance de l'innocence, hein, le sentiment d'être irréprochable, de ne pas pouvoir être pris en défaut et donc de ne jamais se sentir coupable à ses propres yeux. Ça, c'est aussi un bon moteur qui peut être destructeur, hein, pour un couple et puis pour un individu aussi. Il peut y avoir le désir, toujours dans la toute-puissance, le désir d'être parfait, vouloir être à la hauteur de ce qu'on pense devoir être, hein, ce qui nous a été un petit peu inculqué, et bien sûr avec la difficulté d'accepter ses faiblesses. Dans le désir de la toute-puissance, je pense qu'il peut y avoir un désir d'autonomie, de liberté souveraine. Je ne veux être soumis à aucune contrainte, à aucune règle, tout m'est possible et tout m'est permis si j'ai une éducation aussi, si j'ai une enfance comme ça. Euh, et bien sûr aussi là, une toute-puissance de se penser immortel, hein. Et ensuite, en trois, il y a le sentiment que tout m'est dû aussi. Un troisième désir qui va créer aussi beaucoup de frustration, c'est quand j'ai le sentiment du tout m'est dû. Il m'est dû d'être récompensé si je travaille bien, il m'est dû d'être acclamé comme un héros libérateur si j'apporte la paix dans le couple. Voilà. Je voulais juste boucler, voilà, je me permets juste de boucler un petit peu les trois moteurs de frustration qui peuvent amener finalement du conflit, faire déraper les conflits dans de la violence, hein, sur le thème passer de l'imaginaire à la réalité. Et ce qui parfois est salvateur dans un couple et qui peut faire violence, c'est la rupture, c'est le fait de se séparer. Ce qui peut être tout à fait salvateur s'il y a de la violence, hein, si on est dans de la toxicité. Mais je trouve qu'aujourd'hui, en 2024, euh, c'est devenu une facilité, hein. C'est devenu une facilité. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, dès qu'on rentre en conflit, je généralise un petit peu, hein, je caricature, mais dès que je suis en conflit dans mon couple, hein, dès que quelque chose ne va pas, je ne vais pas forcément euh, faire preuve d'agressivité, de motivation pour trouver des solutions, mais tout simplement, je vais rompre, passer à une autre relation, c'est très simple, ça va très vite, et à nouveau répéter, comme ça a été dit précédemment, répéter certaines de mes blessures, hein, et répéter toujours, être toujours dans mon imaginaire et donc dans mes frustrations. Et à partir du moment où je vais être à nouveau, on a tous, hein, des différents types de frustrations, euh, dès que je vais me sentir frustré, hop, ça va recréer du conflit. Voilà. Et si
Comme par hasard, je tombe sur une personne qui a des blessures, on va dire, hautement compatibles avec les miennes, c'est-à-dire totalement incompatibles. Ça va faire venir aussi, elle, exacerber ou lui ses frustrations. Et là, on va être dans un conflit qui va souvent dégénérer, aller vers une nouvelle rupture encore, etc. Enfin, je voulais aborder rapidement ça, c'est-à-dire la rupture et la répétition des ruptures, qui me semble être un objet aujourd'hui de grande consommation. Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que les schémas sociaux ont changé. Autant jadis, je pense qu'on était dans des schémas sociaux assez sclérosés où la séparation, le divorce était très mal vu, on se voyait au banc de la société et c'est il n'y a pas si longtemps, attention. Autant aujourd'hui, effectivement, on pourrait presque consommer de la relation et quelque part, malheureusement, parfois les applis de couple, je dis bien, y ont sans doute contribué à cette grande marchandisation de l'amour. Et nous, c'est vraiment pas ces valeurs-là qu'on veut porter. Et c'est aussi pour ça qu'on propose des accompagnements en coaching pour accompagner les gens à mieux se connaître, à mieux interagir dans le couple. Et en effet, autant quand il y a de la violence, comme tu dis, de la toxicité, la rupture, elle peut être totalement salvatrice et elle permet une véritable reconstruction, même identitaire, si les deux membres de cet ancien couple arrivent à entrer en résilience et en réflexion. Autant parfois, ça va aussi être une fuite et une forme de déni pour ne pas travailler sur soi. D'où la répétition de schémas. Parce que oui, quelquefois, rester dans la relation, c'est vraiment challengeant. Et c'est là qu'on va devoir, je dirais presque, passer par une phase mort-renaissance. Mourir à un ancien schéma, mourir à une ancienne peau, à une ancienne loyauté, pour renaître à quelque chose de nouveau. En d'autres termes, parfois même changer son système d'attachement. Et ça, c'est un super gros challenge et des fois, ça fait tellement peur, en fait, consciemment ou inconsciemment, que, ben, c'est un peu courage, fuyons, pouf, je préfère sortir de la Mm. relation. Ce travail sur moi, il fait trop peur, c'est trop dur. Ah, Valérie Violette, je vois que tu avais envie d'intervenir. Je t'en prie, on te laisse la parole. Alors non, Fleur, c'est justement, j'allais poser la question du titre, pourquoi vivre la crise dans le conflit? Mais en fait, dans tes mots, je viens de comprendre que c'est une histoire de mort et de renaissance. Donc en fait, vivre le conflit parce que vivre la crise, dans les mots que tu as dit, c'est parce que ça nous permet de rebondir, enfin de... Voilà, je voulais savoir pourquoi vous aviez mis dans votre titre Vive la crise. Ben alors Axel nous parle de séparation, mais finalement, il y a un côté bénéfique au conflit, si je comprends bien tes mots. Ah ouais, là, voilà, je vais vivre la crise. Oui, vive la crise dans le couple. À partir du moment où on se donne le temps et l'énergie de prendre conscience que s'il y a une crise, c'est qu'il y a quelque chose qui fait crise en soi. Et pour moi, une des grandes bénédictions du couple, c'est que c'est un miroir incroyable. À partir du moment où on prend conscience que l'autre, surtout dans des moments de crise, est un miroir parfait, hein, de moi-même, de mes fragilités, de mes blessures. Et quand on prend cette conscience-là, le couple, c'est un moteur pour moi, hein, de transformation et d'évolution personnelle qui peut être incroyable, hein, à condition aussi de se donner les moyens, parfois également de s'entourer de tiers. Hein. Les choses ne se font pas, le chemin ne se fait pas seul non plus, hein, selon les crises, selon les conflits. Mais pour revenir sur la séparation, euh, parfois c'est salvateur de se séparer. Rien n'empêche de se remettre ensemble, hein. Une fois qu'on a fait son bout de chemin, parfois on a besoin aussi de respirer dans un couple. C'est un couple, c'est vivant, un couple, ça respire. Euh, Chaque couple a sa respiration qui lui est propre, a ses temporalités qui lui sont propres. Et construire un couple, c'est se donner le temps aussi de passer des crises. Aujourd'hui, tout va très vite, hein. On est plutôt aussi sur une idée que quand il y a un problème, bah, la solution, comme le disait Fleur, comme je l'évoquais, c'est bah, on change, hein, on change de conjoint. Mais là, on n'avance pas. Donc oui, vive la crise, vive les crises dans le couple, parce que je pense que des couples qui durent vont passer par plusieurs crises.
par plusieurs moments aussi de conflit, Ah voire oui, d'ailleurs, d'autoconflit. si je peux rebondir, Axel, moi, en tant que thérapeute de couple, moi, le couple qui arrive puis qui me dit: «Ah non, nous, on s'engueule jamais», moi, je me dis: «Oh là là, ouf, ouf, ça va être compliqué» et c'est drôle parce qu'au contraire, les gens, souvent, quand ils me disent ça en thérapie de couple, ils sont super fiers, en fait, de m'amener le fait que: «Ah non, nous, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, on ne s'est jamais engueulés». Je me dis: «Oh, oh, 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 ça va être compliqué cette thérapie-là». Donc, au contraire, alors bien sûr, quand on est dans une thérapie où au contraire les gens se hurlent dessus en pleine séance, c'est pas très fun non plus, mais les 2 extrêmes, en fait, les 2 spectres à l'opposé sont autant dommageables l'un que l'autre. J'aimerais rebondir, Axel, sur quelque chose que nous disait Valérie qui évoquait l'idée de prendre ses propres responsabilités aussi dans la cause du conflit. Et ça, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on pourrait avoir cette tendance à attribuer et puis il y a selon les profils psychologiques, hein, bien sûr, les mécanismes inconscients en œuvre autour du déni et autres. Alors il y a là aussi, il y a plein de possibilités. Autant on va pouvoir avoir des personnes qui c'est jamais leur faute, donc qui n'arriveront pas à endosser leur part de responsabilité, ce qui peut être évidemment très, très toxique dans la communication du couple et du coup la crise ne fait pas vraiment avancer les choses. Ou d'autres personnes qui, à l'inverse, vont prendre toute la part de responsabilité. C'est moi dans quelque chose d'autre très autoflagellatoire, qui peut aussi empêcher l'avancement du couple. Et ça a des causes profondes que même je pourrais avoir besoin presque d'un webinaire en entier pour expliquer cette dynamique-là, du pas responsable, tout responsable. Est-ce qu'il y en a d'autres à qui ça évoque quelque chose? Est-ce que toi, Axel, ça t'évoque quelque chose, cette notion-là? Ah bah c'est la notion souvent un petit peu de base, sur la notion du 50-50 qui est très imagée, qui est un peu réductrice, mais effectivement, quand il y a une crise dans un couple, on se dit, bon, l'autre a certainement sa part de responsabilité, mais quelle est la mienne, quoi? Et on part du principe que c'est 50-50. Bon, c'est totalement illusoire parce que parfois, les crises et les conflits peuvent venir seulement d'un protagoniste dans le couple. Mais c'est toujours intéressant d'avoir ça en tête. Voilà. De se poser, d'avoir ça en tête pour être en capacité de se poser cette question et puis peut-être de se dire, ah ben là, c'est moi qui suis pleinement responsable parce que il faut que j'avance. Ou alors là, sur ce coup-là, je suis absolument pas responsable. L'autre va peut-être me demander de rassurer certaines peurs, mais certaines peurs qui dépassent complètement la relation, ma relation de couple que j'ai avec lui, qui sont des choses beaucoup plus profondes, beaucoup plus éloignées. Il y a ça aussi. Donc, voilà. Mais se poser la question de la responsabilité et je dirais surtout ne jamais culpabiliser. Après, pour ma part, il y a une question dans la responsabilité aussi, c'est quand bien même on se retrouverait, imaginons malheureusement dans une relation maltraitante, où clairement l'un des 2 protagonistes a beaucoup plus de responsabilité dans le conflit et dans sa dégénérescence en violence. On peut toujours, même si on se sent dépossédé, déshabillé et là je dirais presque entrer vraiment dans le cadre des violences conjugales, peut-être quand on reprend notre puissance, c'est au moins de conscientiser que aussi ma responsabilité, c'est que là, je commence pas à pas à refuser cette maltraitance. Des fois, c'est pas encore externe, hein, c'est interne. C'est juste à l'intérieur de moi, je prends conscience que là, c'est plus OK ce qui est en train de se passer. Peut-être j'ai encore peur de le dire, peut-être j'ai encore peur de l'acter dans la matière. Mais je pense que on peut toujours reprendre sa puissance, en fait. Même s'il nous semble que la part de responsabilité que l'on a dans un conflit est infime, il n'en reste pas moins qu'on a peut-être toujours cette part de puissance à reprendre et pour moi, ça s'accompagne vraiment, hein, en termes de troubles et de difficultés conjugales. L'accompagnement de la violence, c'est très important. Alors, je vais m'arrêter, me couper un instant car je vois que Camille avait levé la main et Camille, nous sommes toutes oui également. Je m'agite, c'est vrai, parce que c'est un endroit. Axel, je serais intéressée d'avoir ton avis sur ce que je voudrais avancer. Moi, j'opte toujours pour le 100% responsable chacun. C'est-à-dire que ça permet un truc, ça permet d'éviter la dynamique de répartition, qui a quoi, comme des parts de gâteau. Et la dynamique de répartition, c'est un peu dans la famille de la comparaison. Et ça fait perdre de l'énergie dans la mesure où, en cas de crise ou de conflit, qui pour moi, et j'y reviendrai, c'était là pour ça que je levais la main, pour moi est différent,
On doit mobiliser son énergie sur soi, en fait, se recentrer soi. Parce que si on est sur l'autre, pour vérifier qu'il a bien les 50%, puis que moi j'ai bien les 50%, alors il y a de la déperdition, parce que le seul endroit où on peut agir dans toute chose, dans la vie, c'est à partir de soi, c'est pas l'autre. Et quand bien même, et là je rejoins Fleur, quand bien même à un moment donné on est sur une impasse, eh bien, on peut partir de la passe. Alors, quand je dis on peut partir, je fais des gros raccourcis, évidemment. Ça demande parfois un accompagnement, parfois pas non plus. Parfois, c'est simplement le déclic qui fait que, bah non, en fait, au revoir, merci. Et le pouvoir d'agir, il est là. Il est à disposition, parfois avec un accompagnement, mais il est là quand même dans l'absolu. La deuxième chose, et c'est pour ça que je voulais lever la main au départ, c'est que on parle là tantôt de conflit, tantôt de crise. Finalement, je rebondis un peu sur ce que Valérie Violette a évoqué. C'est que pour moi, crise ne veut pas forcément dire engueulade ou conflit. Et pourtant, c'est des moments graves. Un couple qui va au-delà des 3 ans, déjà, puisqu'il paraît que, hormonalement parlant, après 3 ans, il y a déjà quelque chose qui se passe, donc on voit comment ça peut se reproduire, mais peu importe, en tout cas sur un temps long, parce que on se transforme, parce que je suis convaincue, j'ai cette croyance que être en couple, c'est se révéler à soi-même pour que ça dure. Eh bien, on est obligé de passer par des crises. Et les crises, c'est pas forcément hausser le ton. Parfois, c'est même encore plus intense. Et je finirai par dire que, et là, c'est simplement mon expérience personnelle, le conflit, parfois quand il arrive, c'est quoi? C'est le résultat d'une éruptation émotionnelle qui doit sortir. Mmh. Et si elle doit sortir, elle doit sortir. En revanche, je pense que ce n'est pas une fin en soi, et ça serait enlever beaucoup de bienfaits à la crise et de facettes de sa personnalité que de le réduire à ce moment de conflit. Parce que quand il y a crise, à un moment donné, on récupère ses émotions, d'où le 100% responsable. On récupère ses émotions, on récupère son dossier un peu, hein. Chacun s'occupe de son dossier. Et après, on met tout ensemble et on voit si c'est OK. Et ça nécessite à un moment donné de passer au-delà du conflit pour que la crise ne soit pas juste une série de conflits où on ne s'entend pas et où chacun demande à l'autre de s'occuper de son dossier, si je peux continuer de filer cette métaphore. Et voilà, cette notion comme ça de récupérer un peu les choses, son pouvoir d'agir, ses émotions, sa situation. Et ça demande d'être un peu à côté du conflit, en tout cas, ou de l'engueulade dont on parlait. Voilà. Ok, oui, bon, enfin, après, les histoires de 100%, de 50%, de 0%, bon, c'est un petit peu comme, c'est symbolique. Je veux dire, pour moi, ça peut amener une prise de conscience chez certaines personnes qui ont tendance, par exemple, à être dans la toute-puissance. Et d'un autre côté, il y a aussi euh, des crises, hein, dans les couples qui perdurent et avec une personne qui devient totalement victime. Euh, et là, à ce moment-là, et qui a l'impression en plus là d'endosser les 100% de la responsabilité, alors que l'autre va être. Enfin, ensuite, on va arriver sur des histoires du triangle de Karpman, etc. Mais voilà, je pense que les couples peuvent avoir tellement de facettes, mais voilà, c'est pour ça que voilà, moi, je suis ni pour le. Enfin, je suis pour le 0%, comme les yaourts allégés, comme le 50%, ou comme le 100%, selon le type de relation qu'il y a dans, dans le couple. Après, j'aimerais rebondir sur quelque chose qui a été dit là, parce que pour moi, là, on parle quand même incidemment de tout ce qui peut être maltraitant, en fait, hein. Et au travers crise ou conflit, ce qui peut glisser vers la maltraitance, c'est que quand une relation devient maltraitante, si l'une des deux personnes, je dirais, le terme n'est peut-être pas très adroit, mais consciemment ou non, se laisse maltraiter, tout du moins pendant un certain temps, c'est parce qu'il y a eu tout un schéma d'impuissance apprise.
Et ce schéma d'impuissance apprise, il n'est pas du tout récent. C'est un peu comme quand tu parles de toute puissance, Axel. C'est des schémas infantiles très anciens avec une notion de soumission, domination. Et je resterai un peu sur les 3 réflexes, hein, fight, flight, freeze. Donc là, ça nous permet de parler du système vagal et de comment réagit notre système nerveux autonome. Donc, si on a une tendance à freeze, hein, à geler, donc c'est le système vagal dorsal qui est mis en jeu. Dans de telles circonstances, quand on s'immobilise, quand on se fige, quand on se sidère, on est presque en dissociation, plus vraiment à l'intérieur de soi. Et tout ça, c'est des systèmes ancestraux qui ont été inculqués dans la petite enfance. Donc, pour que la personne récupère les fameux 100% responsables de la situation et qu'elle puisse agir, ça va demander un énorme travail sur soi parce qu'il y a toutes ces couches et ces couches d'impuissance apprise qui sont là. Et tu vois, Camille, pour avoir beaucoup accompagné le thème de la violence conjugale, ça, c'est un truc que moi, je dirais pas tout de suite à une victime de violence conjugale. On est chacun 100% responsable. Ça fait waouh, what? Tu vois? Même si je comprends très très bien le concept qu'il y a derrière et que c'est hyper important de rendre aux gens leur puissance, je pense que c'est quelque chose qu'il faut manipuler avec prudence, dans le sens que ça pourrait être culpabilisant. Moi, en cabinet, j'ai reçu beaucoup de victimes, puisque forcément, moi, dans ma branche, je suis beaucoup en victimologie, psychotraumatologie. Et je ne parle pas que de victimes de violences conjugales, je parle de victimes, par exemple, de violences sexuelles, qui est un peu dans cette perspective du chacun est 100% responsable de sa part, allait me dire, ouais, ben, si j'ai subi plusieurs fois des agressions Bien sûr. sexuelles, c'est quelque part peut-être parce que c'est moi qui invite ça. C'est moi qui crée le terrain propice à ça. Et ça, moi, c'est un truc, en tant que thérapeute, ça me fait lever les cheveux sur la tête. Mais Fleur, je te rejoins tout à fait. Et je pense qu'à un moment donné de l'accompagnement, quand on en est à faire prendre conscience à la personne qu'on passe d'une culpabilité potentielle à un pouvoir d'agir que la personne peut récupérer, c'est un moment extrêmement important. C'est une séance extrêmement importante dans ces cas-là qui fait renaître réellement la personne. Mais encore faut-il que l'alliance et le travail et surtout la réparation et la mise en sécurité avant, hein, avant qu'on fasse quoi que ce soit de transformation ou de changement de perception. C'est le deuxième round en fait, hein, une fois que la personne a suffisamment récupéré de sécurité et de ça. Mais c'est évidemment, c'était pas dans des cas de maltraitance quand je parlais des 100% responsables. Néanmoins, tout cet accompagnement dans des cas de maltraitance, ce deuxième acte est primordial et rend la liberté, et comme tu disais la dernière fois, tout à l'heure, le pouvoir d'agir à la personne. Et voilà, c'est une chance à ce moment-là de pouvoir arriver à ce stade-là, à cette deuxième étape, pour pouvoir se libérer. Tout à fait. Merci. On est d'accord là-dessus. Et c'est sûr que dès qu'on aborde le thème du conflit, de la crise, ou même avec une certaine note d'humour dans ce titre du webinaire Vive la crise, ça soulève forcément le thème de à quel moment la crise nous construit, nous développe, à quel moment la crise nous détruit. Et c'est la nuance, elle est fine, et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, Camille. En fait, à partir du moment où c'est violent pour l'autre, même si pour moi, dans mon schéma culturel, familial, mais non, mais ce que j'ai dit là, mais c'est bon, c'est pas violent. Bah, à partir du moment où c'est violent pour l'autre, en fait, c'est violent. Et en même temps, c'est vachement compliqué parce que quelqu'un, imaginez-vous, si pour une personne, elle, dans sa famille, je sais pas, dans sa famille de naissance, les gens, ils s'insultent, puis en fait, ça veut rien dire, c'est pas grave, quoi. C'est comme ça, il y a des familles où c'est comme ça. Si tout d'un coup, d'un couple, on lui dit, waouh, là, tu viens de me dire conne, mais t'es un fou, enfin, ça va pas de me parler comme ça, mais t'es violent, t'es malade. Vous voyez comme ça va être culpabilisant aussi. Donc c'est vachement compliqué. En fait, n'importe quel couple est un métissage. Il n'y a pas que les couples métis de peau qui sont métis. Parce que quand on vient de 2 cultures familiales différentes, bah forcément, ça va faire des étincelles, hein. On n'aura pas les mêmes codes et ce qui est violent pour l'un ne le sera pas pour l'autre et ainsi de suite. Est-ce que toi, ça te parle, Axel, cette notion-là? Oui, 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 ah oui, ça me parle tout à fait On est aussi sur des questions de déni de violence. Euh, Certaines personnes vivent totalement dans le déni de leur propre violence. Donc tout peut être amené à leur faire violence. Mais
Sinon, c'est plutôt la non-écoute, hein, je veux dire la non-écoute de soi, hein, qui, tôt ou tard, amène à la non-écoute de l'autre et qui amène effectivement à la crise et au conflit. Je voulais revenir là-dessus dans un couple, hein, mais surtout, effectivement, d'être toujours à l'écoute de soi. À partir du moment où je suis à l'écoute de moi, je vais pouvoir rester à l'écoute de l'autre et rester en dialogue, ce qui va faire des crises plutôt heureuses et pas trop, et pas pathos, et pas violentes. Alors, je voudrais On est dans rebondir la en bonne. disant que, quelque part, être à l'écoute de soi, comme tu le dis, ça suppose aussi que, moi je dis toujours, c'est mon grand adage personnel, c'est que aimer, c'est accompagner le changement dans une relation amicale ou dans une relation de couple. Et alors il y a un concept de thérapie systémique, il y a un bouquin là-dessus qui est génial, qui explique qu'en fait, beaucoup de problèmes que traversent les couples, en fait, viennent du fait qu'un couple, forcément, traverse des étapes au fur et à mesure. Surtout un couple qui, comme disait Camille, dure au-delà de 3 ans. Donc, par exemple, au début, il peut y avoir cette phase vraiment lune de miel, vraiment découverte, le désir est paroxystique. Puis, je sais pas, la place que joue le travail, comme tu disais, Axel, une forme de désillusion par rapport à des attentes. Puis, il y a la phase où un couple s'installe ensemble, puis la phase où ils ont des enfants, puis les enfants grandissent, puis les enfants quittent le nid. Et chaque fois, c'est des strates. Et en fait, il faut que si vous voulez, que les deux partenaires changent de strate plus ou moins en même temps. Et ce qui peut se passer, c'est que, par exemple, un partenaire a une loyauté à la strate d'avant ou à deux strates d'avant. Donc, par exemple, ils ont déjà des enfants assez grands, mais un des deux voulait absolument rester à la phase fusionnelle du début. Et en fait, ce passage des strates ensemble, c'est super important. Ça demande beaucoup de communication intrapersonnelle et d'intelligence intrapersonnelle. Déjà, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui fait que ça coince tellement ce passage? Et c'est pour ça qu'il y a des couples qui, en fait, pètent à chaque passage. Pourquoi il y a autant de couples qui pètent après avoir un enfant ou après qu'un enfant quitte le nid? C'est parce que ces transmutations du couple, faut pouvoir les faire ensemble. Et ça génère du conflit de loyauté. Si on n'arrive pas à accompagner le changement, à changer d'étage de loyauté et qu'on n'est pas ensemble au bon étage, ça va engendrer soit de la destruction du couple, soit de la destruction autour. Si les deux membres du couple sont restés bloqués sur ce mode fusionnel du passé, ça va engendrer la destruction psychologique, par exemple, de leurs enfants. C'est vraiment complexe, cette question des loyautés antérieures. Et ça dit Et, beaucoup de choses en thérapie systémique sur le développement d'un couple. Oui, ça te parle, Axel? oui, et je dirais même si c'est très intéressant sur ce que je nomme moi les dommages collatéraux, hein, par exemple sur les enfants, on peut avoir des couples qui restent complètement bloqués en homéostasie finalement dans de la fusion, ce qui crée des dommages tout à fait collatéraux sur les enfants, mais qui permet au couple de perdurer tel qu'il est. Ça existe. Personnellement, je connais ça très bien. Pas dans mon couple, hein, mais dans mon histoire familiale. Voilà. Voilà, Donc, donc ça, je pense que la crise, les crises et les couples sont tout à fait multiformes. Et on rentre vraiment dans une très, très grande complexité. La complexité déjà de soi, la complexité de l'autre, avec le miroir de l'autre. C'est pour ça que le couple est assez est passionnant et vraiment un tremplin pour l'aller vers soi et bien sûr l'aller vers l'autre. Mais j'aime beaucoup ce que vous dites tous les deux, en fait, toi et Camille. Quelque part, le couple, il est beau et c'est une occasion d'alchimie, donc pour moi de transformation intérieure et de développement intérieur, parce que le couple, il nous révèle à nous. Et on peut, je dirais, se surprendre au travers du couple et se découvrir des qualités d'être qui sont incroyables. Et je pense que c'est peut-être aussi le marqueur, en quelque sorte, là tout à l'heure on avait vu le violentomètre, hein, avec le marqueur des trucs qui vont pas et qui disent attention. Mais on pourrait aussi avoir un truc, je sais, c'est pas un positivomètre, je sais pas comment on dit ça, mais où on aurait les marqueurs qui nous montrent que waouh, on est en train d'être dans un couple qui nous grandit. Et quelque part, pour moi, cette notion de je m'améliore et j'ai conscience qu'en fait, depuis que je suis avec cette personne, je suis devenue une meilleure personne. Et ben ça, c'est un beau signe qu'un couple, il nous fait avancer. je partage là à 100%.
Ah oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais voilà, le couple ne va pas sans crise, ne va pas sans conflit, demande beaucoup d'énergie, encore une fois, beaucoup d'attention à soi. C'est quelque chose de très prenant, qui demande de s'y engager la plupart du temps, par moment de s'en désengager aussi pour pouvoir souffler, parce que ça, c'est important, je l'évoquais tout à l'heure, mais de pouvoir prendre des respirations aussi, d'aller à son rythme dans des moments d'introspection, de changement, de transformation de soi, hein, puisque là, le rythme change, hein, on a plus la même énergie pour faire feu de tout bois dans tous les aspects de nos vies qui sont pour le moins trépidantes. Et ça aussi, faut avoir conscience, pouvoir l'observer chez l'autre et lui laisser aussi par moment des temps de respiration. C'est pas parce que euh, il y a une crise qu'il faut la solutionner absolument immédiatement. Il y a des crises qui peuvent prendre certaines quelques heures, d'autres quelques jours, d'autres quelques semaines, d'autres quelques mois, et parfois des crises qui peuvent prendre une bonne année. Hein. Je l'ai vu pour comment dire, pour un proche, pour un ami proche. Voilà, ils ont passé un couple qui a passé un an vraiment de crise, à respirer, voilà, à continuer à être dans l'amour inconditionnel, mais en prenant vraiment du temps et de la distance vis-à-vis de l'un, de l'autre, et ce qui leur a permis d'en sortir totalement enrichi. C'est vrai que au départ, il y a eu ça va générer, ça va réactiver beaucoup de souffrance, beaucoup de stress, hein, beaucoup d'anxiété parfois, d'angoisse, de tristesse, parce que une crise, c'est aussi ça, hein, c'est fait de beaucoup d'émotions. Ça, comme c'est fait de beaucoup d'émotions, ça demande énormément d'énergie et ça sollicite énormément d'énergie. Et il y a des Alors, moments où on a besoin de récupérer aussi. alors, j'aimerais rebondir sur 3 choses et ne t'inquiète pas Camille, je t'ai vu, on t'a vu. Je te passe la parole dans 2 secondes. Alors, des fois, par rapport à ce que tu dis Axel, j'aimerais aussi souligner que la crise, elle peut être exogène au couple. C'est-à-dire, ça Hmm. pourrait être un événement tragique qui arrive Ah dans la oui, vie du couple. Imaginons par exemple la perte d'un enfant. Ça, c'est une oui. énorme crise. Hmm. Donc, la crise, il faut la voir dans un sens très large, hein, déjà. C'est intéressant de ne pas limiter la crise à un conflit dans la dynamique du couple. Premier Tout à petit fait. point que je souhaitais soulever. Hmm. Deuxièmement, il y a aussi la notion, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la fusion, c'est que je suis persuadée que pour un couple, comme le disait Saint-Exupéry, l'amour, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais regarder ensemble dans la même direction. C'est quelque chose qui est très porteur, car un couple qui va aller de l'avant avec des projets sera certainement beaucoup plus fort pour transcender et transmuter les crises. Et enfin, tertio, j'aimerais aborder un sujet qui me semble vachement important et qu'on n'a pas abordé et qui est, à mon sens, très important dans le couple. C'est que, en fait, pour moi, pour des personnes qui ont vécu dans leur enfance des attachements insécures, c'est pour ça qu'on a des tests d'attachement dans notre appli. En fait, comment dire, ces personnes, elles connaissent pas ce que c'est le confort de la sécurité. Et peut-être le but ultime de leur nouveau couple, c'est d'apprendre ce que c'est qu'une relation sécure. Et quelque part, eh ben, dans une relation sécure, pour moi, il y a le concept d'un espace d'indulgence à soi et à l'autre. Donc, sans du tout sombrer dans la violence, le mépris ou les insultes, mais pour moi, en fait, dans une relation sécure, des fois, on s'aime tellement qu'on peut s'envoyer balader, Hmm. moyennant que ce soit dans le respect, bien sûr, sans rabaissement, sans moquerie, sans vulgarité, sans mépris. Mais il y a ce confort qui fait qu'on va se pardonner. Bah, tu m'as dit merde, bah, c'est quoi merde aussi? Et puis c'est pas grave en fait. Et il y a cette douceur d'être où on n'est plus en hyper-vigilance. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais dire? Je vais tourner 118 fois ma langue dans ma bouche avant de l'ouvrir, tellement j'ai peur, tellement j'anticipe avec crainte les réactions du conjoint. Il n'y a plus de confort. Et pour moi, la sécurité, bah, c'est aussi cet espace où on est dans la confiance, on n'a pas peur des réactions de l'autre
Et ça, voilà, c'est un élément que sur lequel je souhaitais rebondir. Et maintenant, je me tais. Camille, je te laisse intervenir avec grand plaisir. J'ai presque plus de batterie, donc je vais faire vite. Merci, Fleur. Simplement, pour, par rapport à la crise dont on parlait, hein, pas forcément évidemment les crises exogènes, etc., mais ça rejoint aussi un peu ce que tu dis, c'est pas grave. Je pense que ce qui peut être aussi assez rassurant quand on n'a pas l'habitude d'être dans un couple sécure, c'est de se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas un couple qui échappe à la crise. Il n'y a pas un couple qui échappe à une espèce de faille, de fragilité, ce que j'appelle une faille, moi, mais c'est une espèce de... Dans l'histoire du couple, il va y avoir ça un peu sous-jacent qui va ressortir sous différentes formes aussi pendant les crises ou pendant les moments un peu délicats. Et juste, parfois, on s'effraie et tu parlais d'indulgence, Fleur, parfois on juge beaucoup, on se juge beaucoup dans le couple ou parce qu'on a peur en fait, parce qu'on a peur que ça s'arrête ou parce qu'on a peur de reproduire, etc. Et peut-être que de savoir que dans un couple sécure, c'est OK d'être en crise, c'est OK de pas savoir. Parce que quand on est en crise, on fait pas les malins, même quand on est dans un couple sécure. Je veux dire, une crise, par définition, c'est quelque chose où on remet quelque chose en jeu et que c'est peut-être parfois, alors je vais mettre je vais faire attention dans ce que je dis parce qu'évidemment, ça ne doit pas être intégré dans un cas de maltraitance, mais les sentiments qui peuvent être effrayants, les sentiments désagréables de la crise, parfois il faut aussi se familiariser avec pour que ça soit pas tout d'un coup on s'effraie, ça y est, c'est fini, non, en fait, c'est normal que c'est pas agréable. Et c'est pas grave que ça soit pas agréable. Après, là où c'est compliqué d'aller plus loin, en tout cas, Fleur, je te repasse la main là-dessus, c'est que il y a une histoire de jauger, quoi. Il y a une histoire de voir à l'intérieur de soi. Tu parlais d'intelligence intrapersonnelle, de voir un peu, et on parlait des limites. C'est à ça que ça sert, de se dire, c'est désagréable, mais est-ce qu'on est à l'intérieur des limites ou est-ce qu'on les a dépassées? À partir du moment où on a des repères comme ça, c'est plus facile aussi de faire l'approche que je voulais vous partager là maintenant. Axel, je te laisse aussi la parole si tu souhaites rebondir. Oui, enfin, là, après, comment dire, moi, c'est mon expérience, et en tant qu'homme, je veux dire, quand il y a des crises, c'est bien de réfléchir, c'est bien d'être dans le mental, mais non, en fait, je pense que il faut vraiment un petit peu se limiter à vouloir trop réfléchir, puisque le mental a tendance à prendre totalement le pouvoir et essayer d'être vraiment à la fois dans ses tripes, c'est-à-dire dans ses émotions, hein, voir ce qui est juste, voir est-ce que je suis centré, est-ce que c'est juste pour moi, comment ça se passe dans mon ventre, et bien sûr rester dans le cœur, dans l'énergie d'amour, comme tu le disais. Euh, juste faire un petit focus sur attention aussi à trop de mental, ne, comment dire, n'aide pas forcément à sortir des crises ou à résoudre des conflits. Alors, moi, ce qui me vient en vous écoutant, c'est que j'aimerais rebondir sur ce que tu disais, Camille, de se familiariser avec le fait d'avoir des émotions désagréables. En fait, être en colère, c'est OK. Avoir peur ou avoir de la peine dans le cadre d'une crise, c'est OK. Et il y a, pour moi, l'amour avec un grand A, en tout cas, c'est ce que moi j'ai appris dans ma vie de couple, qui m'a aidé à grandir en amour, c'est d'apprendre non seulement à ne pas être dans une relation suffisamment sécure pour ne pas avoir peur de ses émotions, mais aussi que l'autre n'ait pas peur de nos émotions. Sentir que si c'est suffisamment sécure pour que si j'ai un débordement, enfin, d'un coup je crie ou d'un coup je pleure, ben en fait, non seulement c'est OK pour moi, parce que je ne culpabilise pas, parce que je n'ai pas honte d'avoir crié ou d'avoir pleuré, mais plus encore, l'autre en face n'a pas peur de moi. L'autre en face ne se sent pas menacé par mes émotions. Ça, c'est quelque chose que
j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à trouver et que je trouve, ben, vachement beau. Je te rejoins complètement. C'est l'un des trésors que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Et c'était c'est aussi c'est un petit peu ce que je voulais exprimer quand je disais c'est quand même une histoire de rester le cœur ouvert, de rester vraiment dans l'amour, dans la bienveillance vis-à-vis de l'autre et à l'écoute à la fois de ses propres émotions, comme tu l'as dit, et des émotions de l'autre. Mais voilà, attention au piège du mental. Attention à vouloir trop psychologiser, trop mentaliser, trop réfléchir sur les choses, sur ce qui se passe. Ça n'empêche pas, hein, mais on peut vite se faire, dans une crise, dans un conflit, totalement dépassé par le mental qui vient nous couper quelque part un petit peu de notre monde intérieur, de notre monde émotionnel, de nos ressentis corporels et qui vient aussi nous couper, réduire un peu, tarir la vanne du cœur, la vanne de l'amour. Euh, je pense que c'est voilà, c'est ce que j'en retiens. D'où l'intérêt d'avoir aussi dans ces moments-là, si le besoin s'en fait sentir, euh, d'aller voir des tiers, voilà, d'aller voir des coachs comme tu le proposes. Ça, c'est très, très intéressant, qui vont pouvoir mener la réflexion et nous aider à reprendre aussi du recul par rapport à nos émotions, de nous remettre un petit peu en réflexion. Je ne dis pas qu'il faut être que dans l'émotionnel, parce qu'à partir du moment où je suis que dans l'émotionnel, je suis dans le système limbique. Le néocortex, lui, je vais avoir des problèmes cognitifs, hein, de raisonnement, d'expression, etc. Mais c'est trouver ce juste équilibre-là. Et comme on est dans une société, un monde qui est très mentalisé, je pense qu'on a tout intérêt à privilégier quand même ce retour, hein, à prendre soin de ses émotions, des émotions de l'autre, et essayer de rester le cœur ouvert. Et ça passe par le corps physique. Je pense que résoudre une crise, résoudre un conflit, sortir d'un conflit, passe aussi par le corps physique et pas uniquement et seulement par la tête. Voilà ce que je voulais un petit peu partager. Alors j'aimerais aussi rebondir sur une remarque qui nous a, été faite et qui disait, c'est intéressant, ne pas vouloir régler à tout prix le problème ou trouver une solution tout de suite, apprendre la temporalité aussi. Alors ça, c'est vrai, mais attention, c'est pas du tout pareil selon les individus. Ça, je pense à un couple, Allez le noir! alors excusez-nous, je vais Ramasse le couteau! désactiver le son. OK, voilà, c'est fait. J'ai désactivé le son, pardon pour ce petit bug, c'était pas chez moi, c'est un de nos participants. Donc je reviens. Ouais, alors il y a des gens, si vous voulez, pour qui on peut, qu'ils arrivent à relativiser. Leur temporalité, leur perception temporelle leur permet de différer. Et il y a d'autres personnes qui, parce qu'elles ont besoin de s'apaiser en trouvant une solution même temporaire, ne pourront pas dormir s'ils n'ont pas débattu jusqu'au bout d'un sujet, ne pourront pas trouver leur paix intérieure. Ça, c'est hyper important que les 2 partenaires le sachent dans une discussion. Parce que si on ne connaît pas le mécanisme de l'autre, on va se dire: «Bon, ben, moi, c'est bon, pour moi, la discussion, elle est réglée. Moi, je suis tranquille. Moi, j'accepte comme ça» et sauf que l'autre en face, lui, il se fait des nœuds, des films, il dort pas pendant 2 Mm, jours. mm, Do mm. donc là aussi, c'est comment on respecte à la fois son rythme et le rythme de l'autre, la temporalité de l'un ou de l'autre. C'est très très juste et c'est très juste aussi sur le versant euh, masculin, féminin, hein, quel que soit le couple, qu'il soit hétérosexuel ou autre. Mais en tout cas sur c'est très très juste et souvent on a des temporalités, des manières d'aborder les choses qui sont un petit peu différentes d'un genre à l'autre. Et d'ailleurs Et, oui, et, et, je- pardon? et pour aller dans ton sens, effectivement. euh, alors là, je vais parler en tant qu'homme, mais pour certaines femmes, il faut prendre le temps, hein. J'abonde tout à fait dans ce que tu disais, même si moi, en tant qu'homme, bah, c'est bon, ça va aller comme ça pour ce soir. J'ai fait un peu le tour de la question, je suis bien, je suis en paix. Euh, pour l'autre, souvent, il faut continuer à échanger et à rassurer, hein, ce qui doit être rassuré et ce qui est un temps pour vraiment finir
d'exprimer ses émotions. Il y a des temporalités qui sont différentes. Et c'est là où ça devient subtil et ça demande quand même certaines compétences. Et si je peux me permettre de rebondir sur ce que tu viens de dire, Axel, cette notion de masculin, féminin, et puis d'avoir des façons de réagir différentes, ça rejoint ce qu'on a dit dans le couple, où c'est un merveilleux endroit pour se transformer. Et là pour le coup c'est une expérience personnelle, qu'est-ce que ça fait du bien de rejoindre l'autre dans son fonctionnement. Parfois on prend des vacances de soi-même dans ces mécanismes et ces schémas habituels. Et j'ai une croyance qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui m'a beaucoup aidée quand j'avais du mal à rejoindre justement l'autre. C'est à quel point souvent, quand on... Donc là, c'est dans le cadre d'un couple, on va dire grosso modo sécure, hein, où il n'y a pas de très problème trop structurel. Euh, c'est intéressant de partir du postulat que s'il y a une part de nous qui a choisi cette personne avant qu'on voilà, qu'on construise des choses, c'est aussi parce qu'on a à apprendre de l'autre et que c'est précisément cette personne qui va nous aider, parce qu'on l'aime, à, 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 à- à se transformer et aller dans un mécanisme qui peut paraître très opposé ou très loin de ce qu'on a l'habitude de faire. Et le fait de faire ces petits pas vers l'autre, on part un peu en terre étrangère et sans tomber dans quelque chose qui serait de l'ordre de la soumission ou d'être que dans les règles de l'autre, etc. C'est intéressant de modéliser l'autre et de voir comment on fait pour le rejoindre, de voir ce que ça nous fait à nous. Et souvent, quand même, je me suis rendu compte que ça faisait du bien. En réalité, ça permettait de rééquilibrer certains paramètres intérieurs, comme la respiration dont tu as parlé, comme le fait de ne pas forcément aller jusqu'au bout de la nuit pour résoudre le truc. Au début, ça pique un peu, mais ça peut être intéressant d'aller en terre étrangère. Voilà. Je... Ce sera ma Alors, dernière intervention, Fleur. Je vous j'aimerais laisse. nous lire quelque chose aussi qu'a dit Noël sur le groupe et j'aime bien. Noël nous dit, ma grand-mère m'a toujours dit lors d'un désaccord d'écrire ce que j'avais à dire à quelqu'un et de ne poster la lettre ou de ne lui dire que le lendemain matin. Déjà, c'est intéressant, ça, l'idée d'écrire, de pouvoir poser quelque chose, externaliser ce qui se passe. Et aussi, donc, là aussi, on parle de la perception temporelle, donc de décaler dans le temps, parfois de différer une discussion selon que c'est possible pour soi, pour l'autre. Enfin, ouais, c'est très intéressant et je vous remercie beaucoup à tous. Merci Camille, merci pour vous tous qui intervenez et êtes intervenus ce soir. Nous avons allègrement dépassé l'horaire d'une grosse demi-heure. Donc, je vous remercie infiniment à tous. Je remercie aussi beaucoup Axel pour sa présence.